Bonsoir. Ce samedi 31 octobre, les Ivoiriens ont été appelés aux urnes pour élire leur président. Encore un tournant dans la jeune histoire de notre pays. L'avenir s'inscrit dans la continuité, dans le mouvement et surtout dans le développement. Nous devons avancer, tous main dans la main, pour l'intérêt de notre bien commun, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est vous, c'est moi, c'est l'autre et toutes les populations qui y vivent en bonne intelligence. Bienvenue dans le Live Talk. Nous vous avions promis d'être là lundi et nous sommes présents chez vous à la maison et quelqu'un me disait il y a quelques jours, tous les soirs à force de vous voir chez nous, on a l'impression que vous habitez avec nous. Ben, c'est un honneur, hein. Merci de nous accueillir chez vous. Tous les soirs, de suivre cette émission avec beaucoup d'intérêt, ça nous va droit au cœur. Et ce soir, on vous l'annonçait, séance de décryptage avec nous sur le plateau des journalistes et chroniqueurs, des journalistes experts et chroniqueurs pour commenter, décrypter l'actualité du moment. C'est la présidentielle dans notre pays avec ses conséquences. Alors on va dire ça comme ça. Sur ce plateau, il y a M. Serge Kouachi. Bonsoir. Bonsoir Brice. Content de vous retrouver. Moi également. Rihanna aussi est là. Bonsoir Rihanna. Bonsoir. Avec le sourire. Bonsoir à tous. Toujours le sourire. Ça se passe bien. Ça va. Et puis nos deux amis qui, lorsqu'ils entendent décryptage, nous rejoignent sur le plateau. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Et puis André Bois est avec nous ce soir. André Bois, le très nombreusement cité André Bois. La star des réseaux sociaux. J'allais dire, mais pourquoi ce grand rire, même pas un sourire, c'est à mon niveau, il a poussé un grand rire. C'est bien, non, moi je salue C'est un justement... témoignage de notre amour. Hein. Oui, non, je salue toute l'équipe. Et puis je salue... Affection. Oui, bien sûr. Et puis je salue tous nos compatriotes qui, à travers les réseaux sociaux, montrent qu'ils sont très engagés par rapport à ce que Live TV fait et ça nous fait énormément plaisir. Vraiment, qu'ils soient sur les réseaux sociaux pour montrer que la démocratie vit en Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose. D'accord. Des points de vue pas toujours dans le même sens. C'est un peu ça aussi. La Côte d'Ivoire, on peut ne pas être d'accord, mais qu'on ait le droit de le dire. Comme disait quelqu'un, je ne suis pas d'accord, mais prêt à mourir pour que tu aies le droit de le dire. Et sur ce plateau, il y a des analyses. Quand on est d'accord, d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Sans langue de bois. Ah. Bien joué. Bien joué. Un peu facile. Quand même. Ah non, j'ai pas fini sans langue de bois, vu qu'avant on était là tous. Ça par contre, c'est pas mal. Bon, j'en ai une pour chacun d'entre vous. Non. Oui, non, mais j'allais finir par dire, mais on est quand même assis. Serge, je garde le meilleur pour la fin, à la fin de l'émission. Non, ça va. Je dirais pas, non, rassurez-vous. Si, quand même, je changerai à la fin. Ceci dit, toute l'équipe est en place. Sans plus tarder, on va démarrer maintenant avec le décryptage de la présidentielle. Élection 2020, 31 octobre 2020. J'ai envie de dire, après le 31 octobre, nous sommes toujours là. Une date qui avait été redoutée, une date qui avait effrayé, ou qui continuait, je pouvais utiliser le passé parce qu'on n'est plus le 31 octobre, qui avait beaucoup effrayé les Ivoiriens. Déjà, un petit mot sur cette ambiance-là, du 31, d'avant 31. Alors, l'esprit général est de dire qu'on avait, c'est vrai, longtemps attendu cette date, appréhendé cette date. On en parlait beaucoup, on a parlé beaucoup sur ce plateau. Au décryptage dernier, on avait vu des propos qui parlaient de catastrophe. Heureusement, on a pu l'éviter de façon très relative, même si jusque-là, le bilan n'est pas tout à fait satisfaisant au vu de certains incidents qui ont pu se produire. On est là, la population ivoirienne est là. Je pense que pour la majorité, on est sain et sauf. Et d'ailleurs, on salue, tous ceux qui on salue perdu. toutes les âmes perdues, voilà, toutes les familles éplorées en ce moment. Et puis, je pense qu'on espère que la démocratie gagnera ce challenge. Prompt rétablissement à tous les blessés. Et puis, 31 octobre, c'est quand on parlait de cette ambiance-là, au point même que l'Ivoirien, avec toujours le mot pour rire, avait commencé à même simuler des voix du paradis et tout ça. Je crois que c'est une façon d'exorciser. Hein. Oui, mais moi je pense que l'Ivoirien est très fort et ça c'est une des particularités de l'Ivoirien, c'est l'autodérision. Mais quand on arrive là, plus ça fait rire, plus ce que l'Ivoirien est en train de vivre généralement est sérieux. Alors, vous en parliez, cette date, le 31 octobre, oui, on l'a redouté tous,
Ce que je trouve tellement dommage, parce que ce n'est qu'une date d'élection. Ce n'est qu'une date d'élection. Elle nous disait tout à l'heure qu'on a évité la catastrophe. Je dis, mais c'est une catastrophe, en fait, qu'on en soit arrivé à craindre une date d'élection et qu'on en arrive aujourd'hui à déplorer des pertes en vies humaines pour une élection présidentielle, pour des politiques, pour des hommes. Ça, c'est une catastrophe. Attention au mot catastrophe. On n'aime pas beaucoup le mot catastrophe. Alors, ce que je voulais ajouter à la suite de mes collègues, dire qu'effectivement, c'était une date très attendue, avec beaucoup d'anxiété pour la plupart de nos compatriotes. Mais il faut aussi observer que les Ivoiriens font preuve de résilience, en fait. Cette capacité à renaître. Voilà. C'est un contexte extrêmement compliqué. On verra la suite. Parce que le plus dur, ce n'était pas seulement le 31 octobre, c'était surtout à partir du 1er, du 2. Ça faisait partie de l'analyse de certaines personnes pour dire, bon, certains redoutaient la date du 31 et d'autres disaient, mais ce n'est pas le 31 qui pourrait être compliqué, c'est l'après 31. C'est l'après. Mais en tout cas, ce que viennent de dire l'ensemble de nos amis ici, c'est que c'est surtout le mot redouté qui est dérangeant. C'est-à-dire que des concitoyens attendent une date parce que ça va marquer le changement en termes de choix politiques, en termes de la façon dont on réorganise notre vivre ensemble, ça c'est très bien. Ça veut dire que nos concitoyens s'intéressent justement à ce rendez-vous politique. Ce qui va commencer à déranger, c'est vraiment toute la crainte, toute la psychose qu'il y a autour, toute l'instrumentalisation que beaucoup ont dû utiliser pour faire peur aussi à nos concitoyens. On ne va pas indexer, mais on aura le temps d'aller plus dans le détail. Et c'est ça qui est vraiment aujourd'hui qui dérange, et nous tous on le souligne, ça a été vraiment très choquant pour nous, un scrutin présidentiel qui doit en principe être un moment comme ça où on va dire « moi je donne ma voix parce que je pense que mon pays doit s'engager sur la gauche ou la droite », devient un moment de crainte, et ça c'est un véritable échec, moi je l'ai souvent répété, de toute la classe politique. Mais pour l'heure, je pense qu'il y a des politiciens qui ont plus de responsabilités que d'autres. De toute façon, pour citer le discours du président Laurent Gbagbo, justement, il était d'accord avec vous pour dire qu'une date d'élection ne devrait plus être ce moment redouté des uns et des autres. Ça va être un moment attendu, vu qu'on a envie soit de parler continuité ou de changement, mais ça doit être un moment attendu et non un moment redouté. Quand on finit de dire tout ça, un mot sur le scrutin du 31 octobre, déjà le point de la mobilisation, un tour de table. Un mot, je dirais... contradiction, relativité, paradoxe, parce qu'on a l'impression que ça a été une élection quand même un peu mitigée. On avait d'un côté une élection qui s'est bien déroulée dans certains lieux de vote et de l'autre côté des lieux de vote qui étaient fermés. On avait l'impression que on va dire par endroit, on avait une vraie élection et par endroit, on avait une élection qui semblait être un peu boycottée, on va dire. En tout cas, c'est un peu mitigé. C'était une élection un peu mitigée. Quand il y a rien à dire, et dans l'esprit de tous. Hein, quand il y a rien à dire mitigé, c'est vrai, mais moi je pense que ce n'est pas l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est politique. C'est-à-dire que la politique, finalement, a gagné. Parce qu'en fait, c'est des paris que les uns et les autres ont pris. Il y a un pouvoir qui a pris le pari d'aller aux élections, vaille que vaille, malgré la protestation de l'opposition. Et l'opposition a dit, cette élection, restons un peu sur ce mot, elle n'aura pas lieu. Finalement, elle a eu lieu. Donc, qu'est-ce qui l'emporte et devrait rester le signal, c'est que finalement, la politique l'a emporté, puisque l'élection, il va avoir un effet de cette élection. C'est un effet qui doit dire le pays continue de vivre. Mais je pense qu'avec ce qu'on a entendu ce soir, il y a un autre des sons parce que quand on entend même mitigé, d'accord, oui, politique, parce que de toute façon l'élection a eu lieu. Politique, oui, mais même cette politique a été un peu mitigée, parce que quand on entend les propos des différents candidats, donc quand on prend ceux du candidat, de l'actuel président, du président sortant, et les propos justement de l'opposition, on a l'impression qu'on parle de deux élections différentes. Donc ça. On a l'actuel, le candidat Alassane Ouattara qui affirmait que le vote se déroulait bien, que tout le monde était allé voter, et que, on a l'impression qu'on était dans une élection qui était vraiment pacifique, qui était vraiment avec l'implication de tous. Et les propos de l'opposition étaient carrément différents de ce qu'on entendait. Pour l'opposition, il n'y a même pas eu d'élection. Donc c'est vraiment c'est de grosses contradictions comme ça qui ont un peu confus ceux qui observaient. Effectivement, un sentiment mitigé, mais c'est en lisant les comptes rendus des états-majors politiques
Hier, j'écoutais le directeur exécutif du RHDP et de son point de vue, c'était un beau succès. Quand de l'autre côté, le porte-parole de la coalition de l'opposition criait victoire parce que l'appel à la mobilisation, à ignorer l'élection avait été, selon son entendement, reçu 5 sur 5 par ses partisans. Donc je pense que ce qui importe aujourd'hui, c'est les leçons qu'on tire de cette séquence politique et qu'est-ce qui va advenir de la Côte d'Ivoire dans les jours, semaines et mois qui viennent. Mais il est important aussi de voir le climat dans lequel l'élection s'est déroulée. En tout cas, la journée du 31 qui a été fortement émaillée par des violences aussi atroces à travers le pays. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Serge ? Moi, j'ai le sentiment que, au regard, bon, ce ne sera pas un mot, parce que c'est difficile de résumer tout ça en un mot, mais j'ai le sentiment qu'on a peut-être raté quelque chose, où on aurait peut-être pu ne pas en arriver là, parce que il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Hein. L'opposition sert à ça, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle l'opposition, elle est là pour s'opposer. Le pouvoir en place est là pour te dire en principe, pour rassurer, tout va bien, et l'opposition te dit non, tout va pas bien. Ça fait partie du jeu démocratique en principe. C'est dans la manière. En principe. Maintenant, aujourd'hui, on devrait en être à exercer ce jeu démocratique dans les urnes, ce qui n'a pas forcément été le cas. L'opposition s'oppose, mais au-delà du cadre juridique et légal de ce qu'est une élection, ce qui n'est pas forcément très intéressant et ce qui nous amène aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que les conditions n'étaient pas réunies. Bien sûr, et c'est tout à fait dans son droit, en tant qu'opposant, je veux dire, de s'opposer à tout ce qui n'est pas, de tout ce qui est mis en place par le gouvernement en place. Ils ont leur raison, mais de mon analyse justement, parce que si on me demande de résumer et de donner mon ressenti par rapport à cette élection, moi, je dis qu'on a raté quelque chose quand même, parce qu'on en arrive là. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment discuté. En toute chose, on peut s'asseoir et discuter. Que ce soit même sur des points légaux, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. On peut toujours discuter. Et je trouve qu'on a quand même raté quelque chose à ce niveau-là. Très bien, oui, bien sûr qu'on a raté quelque chose, mais je voudrais rebondir un peu sur la réaction d'Alain et toi-même. Bien sûr que l'opposition a le droit de s'opposer, mais comme quelqu'un l'a dit, c'est Rihanna, il y a la manière. Parce que voilà, quand on appelle ses partisans à boycotter une élection, n'allez pas à l'élection, on ne veut pas y aller, d'accord. Mais quand ça commence à aller dans l'idée qu'on va empêcher les autres de voter, tout le monde parle de psychose. Les gens, ce n'est pas la psychose parce qu'on appelle juste aux gens, on appelle à un boycott, mais parce qu'on dit simplement, si vous vous déplacez, on va vous contraindre, on va exercer des voies de fait sur vous. Donc ça, c'est de nature à empêcher les gens, justement, il ne serait-ce que de se déplacer et d'exercer un simple droit de vote. Pour bien vous comprendre, dans un premier temps, on peut dire, on n'est pas d'accord, l'opposition peut dire on boycotte, on demande à nos militants de ne pas aller voter, sans forcément qu'il y ait de l'autre côté, qu'on empêche ceux qui ont envie d'aller voter de le faire. De le faire, parce que de toute la façon, c'est quelque chose quand on va parler de factuel, des leaders d'opposition, en l'occurrence le porte-parole Afin Guessan a dit clairement empêcher les autres de voter. Donc, moi, je suis avec ma grand-mère, ou imaginez des parents qui ont envie d'aller voter, ils entendent qu'on va les empêcher de voter. Pourquoi vous voulez qu'ils se déplacent ? Ça crée une psychose. Là, je pense que c'est une réalité. On est dans l'analyse, je veux dire, politique du scrutin, donc de ce qui est de l'élection présidentielle par rapport à l'implication même des politiques en eux-mêmes. Mais en vrai, je pense qu'on devrait aussi porter le regard sur les fondements même d'un vote, je veux dire. Qui est concerné par un vote, qui doit voter, c'est le peuple. Aujourd'hui, on est, après ce tour de table-là, à peut-être jeter la faute sur soit le parti au pouvoir, soit l'opposition, à dire que bon, allez, si l'élection n'a pas forcément marché et comme elle est aujourd'hui, c'est peut-être de la faute des politiciens, c'est vrai. Mais en vrai, on doit avoir le regard tourné vers la population. La population le jour de vote doit être un jour heureux pour les populations. Mais on en arrive à quoi aujourd'hui ? On en arrive au fait que les populations restent terrées chez elles pour certaines, ou ont peur peut-être de sortir pour aller voter parce qu'autour d'elles ou dans leur quartier, il y a des barricades, il y a du feu. Elles ont peur parce qu'elles se disent que cette date-là, elle est apocalyptique. Si on en arrive là, c'est qu'on a véritablement raté quelque chose. Et là où on a raté quelque chose, c'est justement dans l'essence même de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est justement le peuple qui est censé être heureux, comme tu dis, d'aller exercer ce droit de voter, parce que c'est le peuple justement qui détient son destin en main. Ou même de ne pas.
Oui, Ou même le droit de ne pas. Oui, C'est c'est un important. devoir, mais bien c'est sûr, une obligation. oui, on peut ne pas voter. Moi, je pense, même moi, je dis pour que les En gens toute ils liberté. comprennent, que je serais l'opposition, enfin, j'aurais massivement mobilisé les gens pour dire n'allez pas voter, on n'a pas le droit de nous écarter de ce vote, qu'on n'aille pas voter. Maintenant, le résultat de ça aurait été de constater vraiment que mon appel a fonctionné ou n'a pas fonctionné, je ne sais pas. Mais à partir du moment où on commence à dire l'élection va consister à empêcher l'autre de faire ce qu'il veut faire, bon, on rentre justement dans toute cette psychose que vous dénoncez. Maintenant, rapidement, et puis je vous laisse là-dessus, ce que a dit Serge tout à l'heure, évidemment, si on veut parler de responsabilité, la responsabilité n'est pas seulement celui qui dit d'empêcher, il y a un contexte qui fait qu'on dit on va empêcher l'autre d'aller voter, mais il y a aussi des niveaux de responsabilité, parce qu'on peut ne pas être d'accord, enfin, Trump et l'autre Biden ne sont pas d'accord, mais personne n'a demandé à quelqu'un qu'il faut, j'allais dire, porter atteinte au droit de l'autre pour exprimer sa pensée, voilà. J'ai entendu un soupir, Alain, tout ça. Oui, enfin, c'est un peu complexe tout ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours contextualiser le propos qu'on tient quand on fait l'analyse politique. On en a déjà largement et longuement parlé ici sur ce plateau. La source ou les sources du contentieux, il faut aller les chercher très loin. Et tout à l'heure, Serge a parlé de dialogue, effectivement. Les mois qui ont précédé auraient dû être la période pour discuter, parce que la finalité, c'est quoi? C'est qu'au sortir de ce qui était prévu le 31 octobre, c'est-à-dire la présidentielle, le peuple soit en mesure de se désigner un dirigeant qui est accepté par tous. Parce que là, ce qu'on dit, c'est très intéressant, mais on oublie aussi qu'une élection, surtout présidentielle, doit être crédible et acceptée par tous. Et les critères pour que l'élection soit crédible, c'est d'abord l'inclusion, la compétitivité, comme on dit, la transparence de l'élection, etc., etc. Donc, durant des mois, malheureusement, l'opposition et le pouvoir ne se sont pas parlé. Ce qui nous a conduit à cette espèce de chaos électoral, C-H-A-O-S, voilà, chaos électoral, et aujourd'hui qu'on peut interpréter de diverses manières. Donc, il faut, je pense, peut-être, en sortant, on l'a déjà redit ici sur ce plateau, de cette séquence politique, peut-être faire preuve de davantage de créativité, d'inventivité, pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre la vie politique autrement qu'elle le fait aujourd'hui. Hein, quand on parle d'élection, c'est la peur, c'est la frayeur, on craint le pire, et effectivement, cela se produit. Mais ce n'est pas particulier à l'élection du 31 octobre 2020. Ça fait 30 ans, à l'exception peut-être de l'élection de 90, qui opposait le président Houphouët, pardon, à l'opposant Laurent Gbagbo. 2015 aussi, quand même, voilà. il n'y a pas eu de problème. Non, attendez. Donc en 90, et puis bon, 95 déjà, on a commencé la série de violences électorales. En 2000, il y a eu des violences. En 2010, voilà, idem. 2015, c'était relativement calme, et puis là, en 2020, on a remis le couvert. Donc, il y a la pratique politique qui doit être renouvelée, et puis notre compréhension des enjeux politiques. Brice a dit tout à l'heure, l'élection, la politique, ce n'est pas la guerre, en fait. Voilà. Parce que, quoi qu'il en soit, cette situation n'arrange personne, ni le parti au pouvoir, ni l'opposition, que tout le monde se retrouve à se poser des questions aujourd'hui dans les messages des uns et des autres. Oui. Je crois qu'on est tous d'accord, et ça c'est important de le souligner, dans tous les messages que nous avons entendus tout au long de cette période, c'est que tous disaient être à la recherche de cette paix pour cette Côte d'Ivoire qu'on aime tous, qu'on aime tant. Mais c'est bien pour ça qu'il faut qu'on se prenne aux mots. Comme Brice, quand vous dites on parle de paix, tout le monde est d'accord, c'est qu'on milite tous pour la Côte d'Ivoire. Qu'on prenne des positions divergentes parce qu'on pense qu'il y a une commission qui n'est pas suffisamment transparente, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'exercice de la démocratie qui veut qu'à un instant on dénonce ce qui est en cause, et c'est ce qui nous rend tristes, et nous tous on le sait, nous ne nous voilons pas la face, c'est qu'il y a des compatriotes qui ont été violentés, et il y en a qui ont violenté d'autres. C'est ça qui nous met mal. C'est pas, sinon que quelqu'un s'oppose, on a totalement le droit. Je dirais, chaque fois que je prends ici la parole, on va penser que c'est de la passion. On est tous passionnés de Côte d'Ivoire. Moi, je le suis. J'aimerais bien que désormais, vous m'appelez André Côte d'Ivoire. Pour dire que vraiment, moi, ce qui me préoccupe, c'est les violences qu'on exerce sur les autres. Sinon, que quelqu'un pense que André Bois est nul,
Mais c'est son avis. Excusez-moi de dire ça comme ça. Et je peux penser qu'un homme politique n'est pas à la hauteur, c'est aussi mon avis. Mais derrière, qu'on aille violenter quelqu'un pour faire passer un message politique, je trouve ça vraiment déplorable et ce n'est pas à la hauteur de l'amour qu'on a pour notre Mais pays. ça, je ne ça sais sort pas, du je jeu ne- démocratique. Oui, je ne C'est sais ça pas qui s'est si en violentant quelqu'un, on fait passer un message politique. Ah, mais, On montre juste qu'on est déshumanisé. ben voilà. Parce que on l'a dit, on leur a dit, la politique, ce n'est pas la guerre. Et justement, vous avez l'impression aujourd'hui que la politique en Côte d'Ivoire est déshumanisée? Moi, je pense que par leur posture, je dis bien posture, donc c'est-à-dire c'est des positions opportunistes, des hommes politiques contribuent non seulement à, comme on dit, à dévaloriser l'objet politique, mais à transformer les citoyens en des citoyens déshumanisés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens sont-ils déçus de la politique aujourd'hui? On n'a pas, moi je ne dispose pas d'études qui pourraient révéler leur état d'esprit, mais je peux observer qu'il y a des fois où on peut désespérer quand même de la Qu'on politique soit en Côte d'Ivoire. désespéré ou pas, on le voit bien, la population paye le prix justement pour ce jeu entre les acteurs politiques qui d'ailleurs eux-mêmes ne payent même pas, on va dire, au même point ce prix-là. Aujourd'hui, la population souffre pour les intérêts des acteurs politiques, pour la voix des acteurs politiques. Et le c'est drame, ce qui est dommage en pour Côte t'emboîter d'Ivoire. le pain, Ouais. et le drame, c'est que on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. On a l'impression que ces hommes politiques n'entendent pas les souffrances du peuple. Parce que ça va de mal en pire. Le ton continuera à se durcir. Malheureusement, je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu ni faire de l'oiseau de mauvais augure. Mais tels qu'ils sont partis, si on ne les appelle pas, nous, parce que c'est notre responsabilité aussi sur ce genre de chaîne de télé, d'être citoyen, de poser ce genre d'acte citoyen, de parler pour nos concitoyens. Mais vous faites tout ça pour qui? C'est pour le peuple. Le peuple ne doit pas mourir pour vous. Tout à fait. À la limite, vous devez vous battre pour nous. Mais on ne doit pas mourir pour vous. Et là où ça, le il faut qu'on paradoxe puisse les est- interpeller non, pour mais ça. là où le paradoxe est, c'est que dans les discours politiques, on a l'impression que ces hommes politiques, justement, œuvrent pour le peuple, en faveur du peuple, et justement, on a l'impression qu'ils sont là pour l'intérêt du peuple. Mais quand on regarde les bilans, quand c'est des morts par-ci, quand c'est des incendies par-là, on se demande, mais pour qui est-ce Des que vous populations œuvrez? qui vivent ensemble à l'intérieur du pays. Moi, je connais Yamsokro, par exemple. Des populations qui vivent ensemble depuis combien d'années? À Bouaké, à Daloa, dans l'intérieur du pays, même ici à Abidjan. On attend quoi? On attend juste 10 ans. Je connais mon voisin, je sais quel est son bord politique, mais j'attends les élections pour aller le macheter. À un moment, il faut qu'on arrête Oui, aujourd'hui, l'instrumentalisation. la période électorale se transforme en une période où on crée des conflits intercommunautaires qui n'existent même pas en réalité. Et malheureusement, on évoquait tout à l'heure un point, celui des violences qui ont émaillé cette période, notamment des incidents, des affrontements entre les partisans et opposants donc, à la candidature du président Ouattara, rapporté donc à la presse via donc, des publications également des réseaux sociaux. Ces incidents se sont déroulés le 31 octobre. Et d'ailleurs, après on reviendra là-dessus, des propos des observateurs. Ces incidents-là, ils sont factuels, malheureusement. Alors, évidemment, c'est avec beaucoup de regrets et d'amertume que l'on constate cette flambée de violence dans le pays. Mort d'hommes, mort de femmes. Destruction de biens. Destruction de biens, des maisons incendiées. Une maison, ce n'est pas seulement qu'un toit, c'est la vie, c'est la dignité et c'est parfois le bien qu'on transfère à sa descendance, donc un legs, hein, un héritage. Et voir cette manifestation de colère, on ne sait pas forcément comment cela a pu se catalyser, mais cela est vraiment désastreux. Et je pense que tout ce qui s'est produit depuis 48 heures, 72 heures, en tout cas ces derniers jours, est loin d'être l'expression d'un sentiment politique ou démocratique. Je pense que c'est barbare, ce n'est pas normal. À Tomodikro, par exemple, où une dame âgée de 108 ans, d'après ce que j'ai lu dans les médias, a été calcinée dans sa maison. Elle avait le choix entre périr sous les coups des assaillants qui l'attendaient devant sa demeure avec des machettes et se réfugier dans la maison. Et ils ont mis le feu à cette maison, maison qu'elle a bâtie avec le fruit de son travail, ses économies. J'ai pu échanger avec sa petite fille et je pense qu'il y a des limites. Effectivement, on le disait tout à l'heure, il appartient à ceux qui détiennent le pouvoir, pas seulement le gouvernement, mais aussi l'opposition, c'est-à-dire les acteurs politiques. La classe politique. Voilà, la classe politique, la classe de ceux qui décident de prendre enfin leurs responsabilités pour arrêter les frais. Parce que là, nous sommes dans une période depuis le 31 octobre où
On entend beaucoup de choses dont on parlera tout à l'heure. Mais d'ici là, qui fait quoi? Est-ce que les préfets, est-ce que les représentants de l'État sont mis en mission afin de calmer cette furie dévastatrice? Et surtout, est-ce que la population elle-même prend conscience qu'elle n'a pas besoin d'être, après un moment donné, certains disent manipulée, mais est-ce qu'il y a un niveau de responsabilité au niveau des populations elles-mêmes? Serge disait, je connais mon voisin, je connais son bord politique. Mais je ne vais pas céder à une forme de populisme en disant que le peuple a toujours raison, mais là, quand même, le peuple, la population est instrumentalisée. Oui, bien sûr. Quand on vient vous faire croire que votre voisin qui est là depuis les années, comme l'a dit Serge tout à l'heure, a derrière un projet d'attaque. Vous savez, quand les gens mettent des barrages dans leur quartier, quand je dis voisin, c'est aussi celui qui habite de l'autre côté de la rivière. Quand on vous dit qu'il y a des rumeurs, des soi-disant rumeurs d'attaque, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous attaquer. Vous comprenez? Donc, c'est ça aussi l'instrumentalisation. Et donc, ça, on pourra le relever et autant qu'on le voudra. La population est prise d'une certaine façon en otage. Prise en otage, je suis d'accord, mais est-ce que justement la population n'a pas cette responsabilité-là quand on sait ce qu'on a vécu en 2011 notamment? On a vécu ces choses-là, je veux dire, encore pire. Est-ce qu'on n'aurait pas justement dû apprendre, prendre leçon de ces circonstances pour aujourd'hui savoir là où il ne faut pas être manipulé? Du coup, ça, c'est de la responsabilité de nos leaders. On a pu voir, pas seulement, parce qu'on a pu voir dans les micro-trottoirs sur le live talk que la population est consciente. La population n'a pas envie de revenir aux circonstances de 2010, 2011 et tout ce qui s'en est suivi. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand je vois des jeunes sortir pour le compte d'un parti politique pour aller faire brûler des pneus qui vont leur servir, on l'a vu avec le cas de la Sotra et tout ça, excusez-moi, mais je pense que la population a quelque part sa part de responsabilité. Oui, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un éveil de conscience pour la population. On ne va pas toujours rester là à dire que ce sont les leaders politiques. Une fois qu'on a vu qu'ils n'en veulent que pour leur intérêt, chacun y va pour sa conscience personnelle, pour protéger sa famille. Mais justement, Alain Toussaint. Là, elle vient de dire, chacun y va pour protéger des intérêts, mais il faut déjà savoir quel est le sens de leur engagement. Parce que je ne pense pas que ceux qui sont sur les barricades, ceux qui érigent des murs à Yamoussoukro ou à Bongouanou ou à Bonoua, soient en train de le faire pour le plaisir. Il n'y a pas d'âge pour s'engager forcément en politique. Mais il apparaît aussi que ces jeunes, parfois désœuvrés, qui sont victimes de la crise économique, qui souffrent dans leur vie, qui n'ont pas de perspective, trouvent là parfois l'occasion de se livrer à des actes qui sont totalement condamnables. Donc, je dis, on ne peut pas accuser la population. D'ailleurs, il s'agit de quelle population? Parce qu'on ne dispose pas encore d'études pour savoir exactement quels sont les profils de ceux qui manifestent. Quand l'opposition lance un appel à manifester, des gens vont ériger des barricades, des gens marchent, etc. Mais a-t-on déjà pris le temps de les profiler pour savoir exactement qui sont-ils? Parce que dès lors qu'on disposera de ces études-là, on sera en mesure de mettre un avis, je pense, un peu scientifique sur qui manifeste et pourquoi il manifeste. Voilà. Parce que déjà, on ne peut pas, juste d'un mot, André. Écoutez, les gens ont leurs engagements politiques. Quand on attend des ministres du gouvernement qui disent si l'opposition fait ceci, nous allons dire à nos jeunes, vous imaginez? Je ne savais pas que quelqu'un était propriétaire des jeunes, de faire ceci, de faire cela. L'opposition aussi dit, j'ai écouté, d'ailleurs j'ai été un peu choqué, nous félicitons nos militants. Vous voyez? Donc quelque part, il y a une appropriation de l'individu ivoirien par les acteurs politiques, et c'est là où effectivement on peut parler de manipulation. Mais la population, elle répond aux appels qui lui sont lancés selon les aspirations qu'elle a. Elle estime que si c'était le gouvernement qui est au pouvoir, peut-être que sa vie va s'améliorer. Donc, quand un appel est lancé, elle suit le mot d'ordre. Si c'est tel autre qui arrive au pouvoir, c'est également peut-être la même espérance. Et donc, je pense qu'il faut tenir compte de cela. C'est vraiment triste. On va revenir un tout petit peu sur certains bilans, André. Bokanda, minimum 2 blessés, de nombreux dégâts matériels. À Taï, ce sont les locaux de la sous-préfecture qui ont été incendiés. À Toumoudi, on dénote au moins 4 personnes membres d'une même famille décédées, une dizaine de maisons incendiées, des camions incendiés. D'ailleurs, même à ce propos, il y a un couvre-feu instauré de 19h à 6h, du 1er au 8 novembre 2020 dans cette zone, à Toumoudi. À Teigri, à Oumé, à Sakassou, à Tibissou. Le bilan est
est juste triste. Le bilan est juste triste, mais sur ça, mais je voudrais prendre les deux réactions, et de Rayana et de Toussaint, pour dire quoi? Ici, il s'agit de jeunes qui s'engagent. On est d'accord. C'est des jeunes qui s'engagent. Un jeune, admettons, c'est la population, on l'a dit, il ne comprend pas très bien ce que veut dire s'engager. Et il se lève un matin, parce qu'il a été appelé par un politique, il fait un barrage routier. Le politicien, qui est le leader, qui est la force morale, qui n'est pas d'accord avec le fait de brûler un bus ou de brûler une voie, de barrer une voie par ce jeune, le reprend, lui dit non, je t'envoie d'aller manifester en faisant une marche qui s'appelle désobéissance civile, qui ne consiste pas à brûler. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça. Donc on ne peut pas dire que ce dernier n'est pas manipulé. C'est là où devient la manipulation. La manipulation, c'est le fait de profiter justement de l'incompréhension d'une masse et de ne pas leur dire que là, il faut aller dans tel autre sens. Et c'est ça le problème. D'accord. Est-ce que ceux on va terminer ce point avec le point de vue de Alain Toussaint. Oui, je vais juste que André éclaire ma lanterne. Oui. Est-ce que ceux qui s'attaquent par exemple aux manifestants sont manipulés? Bien sûr. Par qui? Bien sûr. Non, ma question, ce n'est pas si vous posez la question, ma réponse, ce ne serait pas par qui. Aujourd'hui, on l'a dit ici, moi je ne suis pas dans le manichéisme. Je ne suis pas là pour dire qui manipule qui contre qui. Je suis là juste pour dire qu'on a une classe politique qui manipule les jeunes. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, nous sommes dans le factuel. Il y a quelqu'un qui a appelé à une désobéissance civile. Donc moi, je suis un observateur de la vie politique. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'acte de celui qui appelle à la désobéissance civile. Donc après, évidemment que si demain, soyons concrets, le RHDP fait une action qui me paraît détestable, mais je vais la dénoncer. Pour l'heure, je pense que ceux qui ont appelé à la désobéissance civile et qui ont laissé la confusion dans la tête d'un certain nombre de nos concitoyens, ce sont les gens de l'opposition. Mais c'est une réalité. Alain Toussaint n'est pas d'accord avec André Bois? Oui. Et donc tu peux considérer par exemple que les jeunes qui avaient répondu à l'appel à la désobéissance civile en décembre 2010 étaient manipulés. Les jeunes, quels jeunes qui avaient répondu à quelle manière? Lors de la crise post-électorale. Mais parce que c'est ce que j'ai toujours dit dans l'émission ici, c'est qu'on a une longue tradition depuis 30 ans. Il y a des crises politiques très court. Où les jeunes sont effectivement sollicités, manipulés, etc. Et que cette classe politique qui traverse le temps va devoir changer sa manière de pratiquer la politique. Tout ça, voilà. La désobéissance civile en 2010 n'a jamais fonctionné. Parce que c'était de dire, la désobéissance civile classique, c'est de dire aux gens, n'allez pas au travail, Alassane Ouattara étant au golf, ça n'a pas marché. Non, il y a des bus de la SOFA qui ont été brûlés. Quand je dis ça n'a pas marché, mais évidemment que je dénonce ça, mais ce n'est pas ça la désobéissance civile. Donc il faut changer la pratique politique. Bien sûr, on est d'accord. Il faut changer la pratique politique. On est d'accord, c'est pas ça la désobéissance civile. On va retenir, il faut changer la pratique politique, hein, pour vous calmer tous les deux sur le plateau. Rihanna, pour terminer sur ce point. Pour terminer, j'allais dire, je suis d'accord sur le point que ces jeunes sont manipulés, oui, mais en attendant, ce sont elles les victimes. Donc si demain, on se retrouve avec un bras coupé, quelle que soit la personne qui sera au pouvoir, c'est mon bras qui est coupé. Donc c'est ma conscience qui doit être réveillée, que j'ai été manipulée ou pas. On va dire manipulée ou pas. On met mal en pratique ce qu'on appelle peut-être des obéissances civiles et pourtant on a des exemples palpables dans Pacifique, Martin Luther King, on a Mahatma Gandhi, on a Nelson Mandela, tout ça sont des exemples de désobéissance civile et j'invite donc tous ces jeunes-là, pour ne plus être manipulés, justement à se renseigner sur ce que c'est que la désobéissance civile. Ça n'a rien de guerrier, ça n'a rien de violent. Je ne sais plus parce que je sens que j'ai des soupirs. J'ai André et. Non, mais là, je ne soupirais pas. Non, pas vous. J'ai André et Alain Toussaint qui soupirent parce qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement. Non, on le fait sans filtre. Sans filtre. Et que les téléspectateurs comprennent qu'on a beaucoup d'autres points à aborder. Donc, forcément, on ne pourra pas s'étendre sur tous les points. Par exemple, il faut qu'on parle un tout petit peu du taux de participation selon la CEI, selon l'opposition. Parce que là, c'est un peu comme pour certaines manifestations. Les organisateurs n'ont pas les mêmes chiffres et la police. Bon, vous comprenez qu'on a un exercice déjà vu. Cependant, on marque une courte pause pour notre vue, lu et entendu. Et notre vue et entendu nous vient de Toumoudi. Et on en parlait tout à l'heure, après les incidents qui ont eu lieu dans cette ville. Un jeune du nom de Willy Nanglais a décidé donc de sensibiliser à la paix en posant des écriteaux avec des paroles fortes à travers la ville. Voilà. Jeune de Toumoudi, tu brûles boutique, maquis marché, demain on fait comment?
Réna le disait tout à l'heure. C'est le début de l'éveil de conscience dont je vous parlais. J'ai la chair de poule C'est le quand je vois ça. début de la responsabilité de la population La dont chair je de vous coq, parlais. parce que lui, il préfère Donc tout. aujourd'hui, on a un jeune qui le fait. Si demain, c'est toute la jeunesse qui le fait, on verra qu'on ne se retrouvera pas dans des Si là, par situations contre, je vais pareilles. pas le lire à haute voix. Ouais. Je suis quoi? Non, mais il utilise un mot, mais nous, on peut le dire. Il dit carrément qu'il veut faire l'amour. Ça, c'est pas un mot qui est méchant. Faisons l'amour et pas la Faisons guerre. l'amour et pas la guerre. C'est ce qu'il dit. Lui, aujourd'hui, il a envie de retrouver sa tendre Hawa. Et il se demande où est-ce qu'il va la retrouver. Vous voyez, c'est poignant ce qu'il nous Ça, c'est fait, ce André le jeune. poète. Ouais. Non, mais c'est vrai, on en rit, mais c'est poignant. C'est très ce poignant qu'ils parce nous que fait, c'est le cri d'une jeunesse. Et je pense que même tous ceux qui, instrumentalisés ou pas, sortent pour affronter, peut-être donner la mort ou casser et brûler, dans le fond, ils vivent tous les mêmes réalités. Ouais. Tous. Bien sûr. Et quand vous finissez de casser, quand vous finissez de brûler, quand vous allez vous asseoir où après? Dans quel maquis? Vous allez, même chez vous, parce que vous allez brûler chez quelqu'un, il viendra brûler chez vous aussi. Et finalement, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on gagne à faire tout ça? Donc Tout le à fait. travail, comme l'a dit Rihanna, c'est un travail de sensibilisation, d'éveil de conscience. C'est ça. Bravo. Et ce travail-là, ce sont les décideurs politiques qui peuvent le faire parce que ça coûte de l'argent de faire des campagnes de C'est de communication pour le l'éducation, changement de ouais. comportement. Voilà. Il faut que chacun prenne ses Bon, responsabilités. en même temps, vous parlez de jeunes, j'entends jeune. Ma voisine qui n'est pas très jeune, elle a peur en ce moment. Donc voilà, à un moment donné, elle aussi se pose les mêmes questions. Voilà. Ce serait bien qu'on parle un tout petit peu de ceux qui sont... Les jeunes, c'est eux qui font peur, parce que malheureusement, c'est la force vive. Oui. Et c'est cette force vive que la classe politique utilise Et c'est pour vrai qu'ils ses sont un peu les dessins. accélérateurs aussi Ouais. de la crise. J'ai d'autres panneaux. Je ne sais pas si vous avez... On peut nous présenter d'autres panneaux parce que c'est ce Oui, garçon... il y en a pas mal qui ont il tourné. dit beaucoup de choses quand même. Ouais. Voilà. Mais ce sont vraiment des scènes de guerre. Hein, quand Ouais, on voit ouais, les on images. voit ça, hein. c'est On se terrible. croirait en Irak. Hein. C'est Non, mais terrible, l'image est c'est belle, terrible, hein. c'est terrible. L'image résume très bien C'est terrible. Hein. C'est terrible, ça. le fond de la circonstance. On a envie de dire, est-ce qu'on entend ces voix de paix? Aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens entendent ces voix? Nous sommes là qui pour les appellent faire à la paix? entendre, Brice. Et Nous nous, sommes on va là pour les faire insister entendre. justement C'est pour que l'intérêt cette d'une voix chaîne de la comme paix, la là, TV, ouais. elle puisse être entendue, elle puisse parler plus fort que la voix de la violence. Quand Brice dit ça comme ça me fait tout de suite penser au nom. Notre chaîne s'appelle Live TV. Qui va nous soupçonner d'être des Anti-vie. promoteurs de vie? Nous, on veut que les gens soient en vie. Moi, j'ai envie de... Déjà même, excusez-moi, ça m'énerve qu'on n'ait pas... J'ai pas eu à débattre comme ça, pied à pied avec Alain, parce qu'on nous a volé un peu cette élection. On a besoin de débattre et de mordre dans la vie et de parler de la politique, parce qu'on aime ce pays. On n'a pas envie de parler de violence, parce que c'est pas ça. Et Live TV est sur... c'est son essence même, si vous voulez. De toute façon, les internautes ont dit, allez tous ces André Bois, ils vont se taper, mais non, juste après, ils vont boire un verre, parce que c'est ça le jeu, c'est ça la démocratie, c'est ça exactement. Donc bon, on va fermer le lu, vu et entendu, si vous le voulez bien, et on va aborder à présent le point du taux de participation, hein, si vous le voulez bien, messieurs. Un taux de participation, on le disait tout à l'heure, je commencerai par vous, Alain Toussaint, un taux de participation, pour utiliser une expression d'Ariana, assez mitigé, commenter différemment, apprécier différemment. Oui, un taux de participation annoncé par la CEI, je pense déjà en milieu de journée ou en fin de journée. On ne sait pas exactement quel sera le taux définitif et comment ce taux sera accueilli par l'opinion, par l'opposition et par les observateurs. Parce que depuis le départ de l'opposition de la Commission électorale indépendante, il va sans dire que tout se déroule un peu à huis clos. Donc, qui peut certifier que ce qui sort de la CEI est conforme à la réalité? Donc, c'est un autre débat. On attend le taux officiel et définitif pour se prononcer. Mais déjà, des missions d'observation ont fait part d'un certain nombre de propos, de jugements concernant la participation à cette élection. On verra bien. Président Finguesson, les partis et plateformes de l'opposition, je cite le président Finguesson, les partis et plateformes de l'opposition disent avoir noté une non-participation de plus de 90% des électeurs et un faible taux de participation à moins de 10% de Comment l'électorat. cette mesure a-t-elle été faite? C'est ça, C'est ça. justement. Parce que, Donc, il faut l'avouer que ça, c'est aussi un discours politique, le rôle aussi du politique. Là, c'est ce qu'on aime aussi un peu dans la politique, si vous voulez. C'est cette force de mauvaise foi. Voilà, on n'est pas dans la violence. Voilà, on va utiliser un peu tout ça. Ça fait partie un peu du discours politique, de dévaloriser l'action de l'autre, etc. Mais ici, on a un juge de paix qui est censé être la CEI et on reviendra sur quelle crédibilité on accorde à la CEI. Mais en même temps, on a aussi d'autres juges de paix qui sont les observateurs qu'on a eu. Ils ont donné des chiffres.
Mais ce qui ressort, et ça il faut le dire globalement, les observateurs, il ressort quand même qu'on nous parle de autour de entre 23 et 25% le mot m'échappe, en fait, de 25% de bureaux qui n'ont pas pu ouvrir sur l'ensemble du territoire. Donc vous imaginez bien que s'il y a 73% ou 70% qui ouvrent et que derrière, il y a un certain nombre de lecteurs qui arrivent, on peut se retrouver sur un taux qui peut avoisiner peut-être les 30 ou 40%, quelque chose dans le genre, mais pas 10%. Non, je pense ça me paraît je pense que tout ça, bas. c'est un peu des spéculations. Il faut qu'on attende les chiffres officiels parce que je pense que le nombre de bureaux qui sont ouverts n'est pas forcément représentatif du nombre de personnes qui sont allées voter. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc il faut qu'on attende les chiffres officiels pour pouvoir vraiment se positionner. Donc comme vous le dites, c'est vraiment des discours politiques. Certains disent... Il y avait du monde, ça a bien marché. Vous le disiez tout à l'heure, Alain Toussaint, et puis d'autres disent non. Il n'y a pas eu Non, d'élection. ça, c'est normal. Ça, c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Tant qu'on en reste là, c'est bon, ça fonctionne, ça marche. Peut-être l'autre renseignement, si on veut le tirer là-dessus, qui serait de savoir est-ce que ce taux de participation aura quelque chose à voir avec la force accordée justement au pouvoir qui va sortir de ces urnes. Voilà, on peut toujours épiloguer là-dessus. On peut toujours se dire est-ce que c'est essentiel, est-ce que finalement ça va desservir le pouvoir qui va sortir avec une élection, avec un taux de participation assez bas. Ce débat, on peut l'ouvrir et puis on peut échanger là-dessus. Et moi, je pense que... Et de toute façon, il y en a qui sont partis voter. Donc, qu'on soit parti voter ou pas, ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde attend ces résultats. D'autres Oui, pour les le taux de critiquer, participation, il est important, voilà. mais finalement... La difficulté de l'exercice, c'est qu'on ne saura jamais si les chiffres annoncés par la CEI sont sincères. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Lorsque vous n'avez pas de contre-pouvoir au sein d'une institution qui est chargée de proclamer des résultats, dans un contexte actuel, il va de soi que ces chiffres qui seront annoncés feront toujours l'objet de suspicions. Oui, les chiffres feront l'objet de suspicions, tout ça, mais derrière, c'est des chiffres qui valident une élection. Et donc, finalement, l'enjeu, ce n'est même plus sur la hauteur des chiffres, l'enjeu, c'est le fait qu'il existe un chiffre. Et puis je pense que les circonstances sont claires quand même, Brice. Si on est tous les deux candidats et que toi tu appelles tes militants à ne pas aller te voter, tu t'attends bien à ce que les miens aillent me voter. Donc, Mais justement, voilà, c'est la l'objectif est logique. peut-être de démontrer aussi dans ce fameux jeu que les tiens qui sont allés te voter ne sont pas nombreux. Voilà. Sauf que ceux-là ils feront l'élection. C'est ça qui est dommage. Le regret qu'on peut avoir est le suivant. Depuis de longues années en Côte d'Ivoire, on n'est jamais assuré des chiffres de l'élection présidentielle. Et ça, Voilà. c'est bien Et ça, dommage. c'est regrettable. Est-ce que c'est typique à la regrettable. Côte d'Ivoire ou c'est dans C'est toutes les typique à notre élections pays parce que chaque élection est sujette à caution et à discussion. Je pense que c'est le cas aussi pour pas mal de Aux choses. États-Unis, il y a eu ça aussi à un moment. Non, si, Brice, je ne sais pas si Serge veut répondre là-dessus, mais moi, s'il s'agit de dire, est-ce que dans tous les des pays du monde, il existe des contentieux électoraux? Mais bien sûr, aux États-Unis, en France, partout, on conteste d'une certaine façon l'élection. Mais il y a peut-être une règle derrière dans tous ces pays-là, et c'est là où je rejoins Alain, voyez-vous, je peux le rejoindre, c'est que celui Vous le qui... rejoignez pas souvent. Donc ça va. Candidat approché. Vous le Celui rejoignez. qui organise les élections fait l'unanimité au point que quand C'est le ça. ministère de l'Intérieur en Annonce France les dit ça fait résultats. 5%, ben, tout le monde, aux États-Unis pareil, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on peut contester sur autre chose. Ouais, le Front National conteste voilà. de temps en temps les résultats. Voilà, il conteste, mais en général, il ne conteste pas les chiffres de l'organe qui organise les élections. C'est Non, là mais où on aujourd'hui, peut on être est désolé. dans un autre débat. On conteste carrément l'existence même de l'élection. Donc, Non, mais là, pour l'existence de l'élection, on ne peut pas la c'est un contester autre parce que débat. factuellement, l'élection a eu lieu. On a 15 si secondes on avant en la est pub, s'il vous à plaît. débattre, à décrypter de cette élection, c'est que quelque part, elle a eu lieu. Bon, oui. Et mais on attend les résultats. Voilà. Et ça aussi, c'est un message, on attend les résultats. Franchement, certains même attendent les résultats pour essayer de passer à autre chose. On attend les résultats. On peut s'arrêter là-dessus. C'est vraiment pas vraiment politique. C'est très rare que dans une crise politique, on n'ait pas des morts liés à des forces de l'ordre qui ont chargé excessivement des populations, etc. Et ça, quand même, il faut les saluer. Ils ont usé beaucoup. Il y a un journaliste qui nous raconte une histoire des forces de l'ordre qui sont arrivées à Bongwanou et ils ont été bloqués. C'était un cargo de gendarmerie. Ils sont descendus, ils ont demandé pardon. Excusez, laissons le côté, c'est la force de l'ordre, tout ça. Mais voyez-vous qu'il faut apprécier ça. Les forces de l'ordre aussi n'écoutent pas toujours des consignes qui peuvent être de les envoyer à aller charger
des populations qui même occupent les rues de façon illégale. J'aimerais Ça, c'est très juste bien. vous emboîter le pas pour saluer également les boulangers, les bonnes dames. Non, mais c'est très sérieux. Ah En non, plus, mais les bonnes dames du vraiment. marché Ouais, qui parce nous que quand tu vendent dis ça, le moi, vivrier, les tomates, le piment, les bouchers, les Non, kiosman, moi, je suis d'accord. qui assurent Moi, aussi je tout suis ça. d'accord. Non, mais Merci laissez à Serge vous. finir, s'il vous plaît. Je Donc, suis je- je totalement comprends. J'en d'accord. ai fini, le message est passé. Non, 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 je crois Je que suis d'accord. Je pense au fil devant les boulangeries, en fait. Donc Ah, je dis, ça. il a raison de remercier. Non, c'est Tu bon. fais bien ça. Non, parce qu'il y a quand même des gens courageux qui vendent du pain quand même. Parce que dans mon quartier, il y en a qui en vendent. C'est bien, Bon, ils sont donc, braves. Sur le plateau, il y a Alain Toussaint et André Bois qui sont présents. Ils sont face à face, mais bon. Rihanna ici et Serge Kouachi sont également face à face. Côte à côte, Rihanna et, Bien sûr, bien sûr. et Alain Toussaint, Serge et André sont côte à côte pour dire qu'on est tous ensemble pour cette Côte d'Ivoire-là qu'on aime tant, pour ce pays, pour qui on souhaite le meilleur, pour qui on souhaite la paix. Et on espère que ce message de paix-là sera plus entendu que tous les autres messages qu'on pourrait entendre en ce moment. Tous ensemble se donner la main pour que cette paix-là règne dans notre pays. Ceci dit, les élections ont eu lieu ou pas, hein, ça dépendra de qui l'interprète. Une chose est sûre, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette période? C'est quoi les enjeux en ce moment? Aujourd'hui, nous sommes dans l'après-élection. Donc, Ouais. qu'est-ce que c'est que l'après-élection? Je pense que c'est ça votre Les question. enjeux de ce scrutin. Aujourd'hui, on se retrouve avec, on va dire, le parti, le pouvoir sortant qui suit les règles normales de l'élection et qui avance en attendant ces résultats. Et voilà. Et on se retrouve avec une opposition qui lance un appel à un transition. gouvernement de Et transition. ils ont mis en place. il Qui est faut en le train de rappeler, former son gouvernement de transition. Je pense que même, on a eu une sortie tout à l'heure qui évoquait le président Henri Konan Bédié, l'ex-président Henri Konan Bédié comme président de ce nouveau gouvernement de transition. Donc voilà, on est vraiment dans deux élections différentes. Chacun fait son élection de son côté, chacun son gouvernement de son Deux côté. élections peut-être J'en ris. Du Conseil national de transition. J'en ris parce que ça aurait été beaucoup plus facile d'aller à des élections normales, d'aller voter normalement et puis de laisser le peuple choisir qui veut. Alain Toussaint. Bon, écoutez, on a lu le communiqué du porte-parole de l'opposition, Pascal Affi-Descent. Et comme on l'avait déjà souligné avec André dans nos émissions spéciales présidentielles, dès le 1er novembre allait s'ouvrir une nouvelle séquence politique portée par deux agendas. Le premier agenda, celui du président sortant, qui sera à l'évidence le vainqueur de cette élection. Mes Il ne excuses sera à la pas CEI. content qu'Akabé d'entendre Oui. ça. Donc, qui va revendiquer une légitimité issue des urnes. Et puis, de l'autre côté, l'agenda de cette coalition de l'opposition, qui, forte de la mobilisation qui a été observée, voudra aussi exiger un certain nombre de choses. Donc, dans quelle mesure ces deux agendas peuvent-ils se rejoindre pour préserver la paix en Côte d'Ivoire? Parce que c'est quand même inédit que dans une situation où les institutions ne sont pas inexistantes, il n'y a pas de rupture de l'ordre politique, on apprenne la mise sur pied d'un comité, d'un conseil national de la transition. Ouais. Donc, je veux dire, on est quand même là arrivé à un autre temps politique et on observera avec beaucoup d'intérêt la réaction du gouvernement. Est-ce que ce sera le taux répressif ou alors le gouvernement saisira l'ampleur de la situation, la mesure de la situation, pardon, pour ouvrir un canal de dialogue avec l'opposition? Est-ce que cette opposition sera attentive? Parce que dans tous les cas, je l'ai dit tout à l'heure, le président sortant va se prévaloir d'une légitimité qui est issue des urnes, l'élection qui a eu lieu le 31 octobre, selon ses partisans, et c'est en fonction de cette légitimité qu'il se dressera face aux opposants qui veulent, en tout cas, le remplacer. Donc, vraiment, c'est une phase très importante et on verra bien comment cela va être surtout, abordé. on est dans un schéma où vraiment les deux partis sont vraiment campés sur leur position. Hein. Donc on a eu la sortie justement de l'opposition, celle dont on parle là, de la transition, et on a eu une sortie notamment d'Adama Bictogo qui prenait cela comme une forme de défiance de l'opposition vers le RHDP. En tout cas, on a l'impression que le dialogue est davantage en train de ne même pas avoir lieu, quoi. Enfin, de ne pas exister, justement. Au contraire, sans doute que le fait d'annoncer, sans doute que cette accélération politique va amener les partis à se rapprocher, parce que je ne pense pas que le président Ouattara, qui est quand même un homme d'expérience, prenne à la légère l'annonce de la mise sur pied d'un Conseil national de transition.
D'autant qu'en décembre 2010, alors que Gbagbo était au pouvoir, on cohabitait en Côte d'Ivoire 2 présidents et qui se prévalaient chacun d'une légitimité issue de l'élection. Donc je pense que l'on serait mal inspiré de minimiser une telle annonce et qu'au contraire, il faut chercher les voies et moyens d'ouvrir un canal de dialogue. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de préserver des vies. Que demain, on ne tombe pas sous le coup d'une aventure militaire ou même civile qui va créer des dégâts inconsidérables dans le pays. Parce qu'une chose dont on ne parle pas très souvent, c'est que dans cette situation-là, n'oublions pas que nous avons des pays qui sont très fortement menacés par du djihadisme, par le terrorisme. Et ça nécessite que rapidement, surtout, les choses soient mises en place, des solutions soient trouvées pour qu'on puisse vraiment s'attaquer aux vrais défis que la Côte d'Ivoire connaît. C'est pour cela que on parlait je m'attaque à l'opposition. C'est pour ça que le rôle de l'opposition est immense. Rappelez-vous le rôle de Martin Luther King. Face à l'injustice, il choisit de ne pas utiliser la violence. Ça, là qu'ils viennent de poser, on peut chercher. Mais Luther King n'était pas un opposant politique. Non, c'était un acteur de la société civile. C'est un acteur de la société civile, mais je vous rappelle, vous connaissez bien l'histoire, que beaucoup ont choisi, que ce soit Malcolm X, que ce soit bien d'autres, ont choisi justement d'affronter l'injustice que vivaient les Noirs à travers justement la violence. Et eux, ils ont choisi. C'est pour dire que l'histoire retient ceux qui savent choisir quand même, qui savent faire le bon choix. Moi, je pense que, pour finir, je vais finir là-dessus, je pense que l'opposition, on est dans une contestation qui s'appelle une contestation politique. Et pour contester politiquement, on mobilise les compatriotes qui se disent qu'il y a une injustice. On ne choisit pas la voie de l'illégalité. Pour moi, ça, on doit se le dire et pour moi, c'est vrai. Mais André, vous étiez tout à l'heure contre les manifestations. Non, je ne suis pas contre les manifestations. Je suis totalement d'accord, cependant. Enfin, il faut que je finisse. Je ne suis pas contre les manifestations. Je suis pour qu'on manifeste pacifiquement. Et on peut manifester pacifiquement et ça peut faire plier un pouvoir. Bien sûr que si. Il ne s'agit pas aujourd'hui de choisir l'illégalité et en plus, ils sont illégitimes et ils sont dans l'illégalité. Est-ce que les manifestations moi, sont permises? compliqué. Est-ce qu'elles sont autorisées en Côte d'Ivoire en ce moment? Je ne pense pas. Oui, mais... en tout cas, les manifestations de rue... Moi, je suis d'accord avec l'appel que passe André, mais je ne l'adresserai pas seulement à l'opposition parce que j'estime que chaque parti a sa part de responsabilité. Parce que là, aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma où on a l'impression d'être dans une sorte de bras de fer, où on attend de voir qui sera le premier à accepter d'aller à un consensus ou à accepter de faire des concessions. Je me rejoins un peu l'analyse d'Alain Toussaint tout à l'heure pour dire, parce que le plus important pour nous aujourd'hui autour de cette table, c'est de dire, peut-être de voir venir les choses et de dire, attention, on parlait de l'avant 31 octobre, on a eu des violences, on a eu une crise préélectorale. Aujourd'hui, on est post-31 octobre et on s'en va dans une crise post-électorale. Enfin, en tout cas, tout est en train de s'organiser pour mettre en place une crise politique. Oui, et par rapport au positionnement ou aux positions des deux camps, il est clair qu'effectivement, chacun tient bon. On en appelle à la force de la loi du côté du gouvernement, on appelle aux autorités et à leurs responsabilités, quand de l'autre côté, on a un gouvernement de transition qui est en train de se mettre en place. Alors moi, je pense qu'autour de ces tables, c'est encore le lieu de dire et de rappeler à ces acteurs de la scène politique ivoirienne qu'on peut trouver une solution dans le dialogue. Dans le dialogue, il faut négocier, il faut se parler, il faut trouver une solution, il faut penser surtout à l'intérêt général de la population. Et sans faire de la surenchère, parce qu'il va de soi que... Dernier tour de table, messieurs, nous sommes en fin d'émission. Il va de soi que dans cette séquence, chacun voudra mettre la barre à un très haut niveau pour obtenir le maximum. Donc celui qui détient actuellement le pouvoir, le chef de l'État, le président Ouattara, et puis de l'autre côté l'opposition. Donc il faut que les deux besoins, les deux exigences se rejoignent pour apporter l'apaisement dans le pays. Mais il n'y a pas d'alternative à la négociation dès lors que vous avez une coalition de cette nature-là qui s'est braquée et qui s'est proclamée comme étant une alternative au pouvoir actuel. Moi, je pense que maintenant, la population, elle... Il faut la prendre au sérieux. Oui, il faut la prendre au sérieux. Maintenant, la population peut, elle, prendre la rue pour demander que les gens s'entendent pour en finir avec cette crise aussi. C'est aussi une solution. Oui, mais
Je sais, Finissez, on André, finit dernier tour de là-dessus. table, oui. On finit là-dessus. C'est pas forcément un appel Non. qu'on va peut-être lancer sur ce plateau-là. alors, société civile, moi oui. franchement, Peut-être pas, en tout cas sur ce plateau, c'est pas forcément ici Serge. qu'on doit lancer cet appel-là, je pense, l'appel à la mobilisation dans la rue. De toute façon, je Donc, quand je dis la considère que population, c'est ceux qui s'estiment victimes de la situation, qui sont apolitiques. nous sommes qu'avec tous ce victimes qu'on de la a vu- situation. Oui, voilà. Nous sommes Et tous victimes de cette qui voudraient situation. qu'on en finisse pensais, avec. Pour l'instant, moi je pense on qu'il dit faut que c'est miser moi sur qui la vais responsabilité de ces hommes politiques-là, leur laisser encore une chance de trouver une solution pacifique et de nous démontrer que l'intérêt général est celui qui doit primer, c'est le nôtre, donc Ils la doivent le faire. population Ils ivoirienne. doivent le faire. Merci messieurs, madame. Nous avons André, été... André. Non, mais il m'a coupé, c'est pas grave. Hein. Enfin, la prochaine fois, La prochaine fois, on vous se aurez retrouve je jeudi. vous ai coupé, je suis On se désolé. retrouvera jeudi, ouais. On fait l'émission. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci à vous, téléspectateurs, d'avoir été des nôtres, de nous avoir choisis. On vous souhaitera la paix parce que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Toutes nos excuses pour certains propos qui n'auraient pas été du goût des uns et des autres, mais on comprendra que c'est le jeu de la démocratie. Les gens ont besoin de s'exprimer et tant qu'ils s'expriment pour le bien de la Côte d'Ivoire, eh bien, on a le droit de leur donner la parole. Merci à vous et on vous retrouve très très vite. Pour l'instant, toutes nos actions doivent aller dans le sens de la paix au-delà de toutes les positions. Nous devons être tous des porteurs de paix La et paix, c'est la d'amour meilleure et vibe. d'espérance. Exactement. Prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde. Peace and love. Merci.